Bonjour, je me présente, je m'appelle Marianne Nunez, je suis éducatrice à la Maison d'Enfants Labarthe sur un service éducatif de jour, donc en prévention. Et je suis élue au CSE Social Enfance. Je suis aussi donc trésorière de la filière Social Enfance et élue au CSE Central. Je suis aussi référente harcèlement sexuel et agissement sexiste. Moi, je suis Laurent Noël, je suis éducateur spécialisé à la maison d'enfants à Montauban. Donc, je suis trésorier adjoint de la filière. Je suis donc élu sur la filière CSE Social Enfance. Je suis aussi secrétaire du CSE Central. Alors, l'ordre du jour a été bien chargé pour cette séance plénière. Le premier point était le mandatement de la CSCT en soutien au groupe de travail sur les métiers de nuit. Le point 2, il y avait un point Covid prévu. Le point 3, donc, c'est l'infoconsultation sur les comptes administratifs ou rapports d'activité, en ce qui nous concerne. Et en point 4, il y avait un point d'étape sur le projet Échappée Verte. Échappée Verte, c'est le projet sur l'Albigeois. Et le point 5, questions diverses, avec une demande de modification de calendrier, en lien avec le cabinet Midi CTES mandaté sur la MEX Saint-Jean-Albi. Il y avait aussi un point de désignation d'un RP. Oui, c'est Nous vrai. avons voté pour désigner un RP Oui, au Céciré. au Céciré. Voilà pour l'ordre du jour. Donc vous comprenez que effectivement la séance a duré une longue journée. Donc le premier point, nous avons lors de cette séance du 23 avril mandaté la CSCT pour travailler sur cette question du travail de nuit. Donc tous nos collègues qui travaillent en tant que surveillants de nuit. Dès qu'il s'agit de l'étude des conditions de travail des salariés, effectivement, le bon cadre réglementaire, ou en tout cas le bon encadrement, c'est bien celui de la CSCT. Donc la CSCT, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Cette commission, elle permet à la fois d'apporter un cadre réglementaire et un cadre de travail, parce qu'effectivement, les élus, quand ils exercent ces missions-là, ils le font de manière précise, dans un cadre précis, ils peuvent donc il y a une feuille de route. Plus facilement se rendre sur l'établissement. Voilà. Donc ce point-là, effectivement, ça a été voté. Et donc voilà, l'unanimité, la CSCT de la filière sociale enfance va pouvoir entamer et structurer ce travail. D'ailleurs, une réunion est prévue la semaine prochaine, je pense. Point 2, point Covid. Alors, un point qui a été assez bref finalement, puisque il y a quand même eu des CSCT centrales récemment. Il y a eu aussi une réunion en urgence lorsque le confinement a été déclaré. Le dernier confinement. Donc, effectivement, là, il y avait une question principale qui ressortait. C'était la question de la présence des salariés positifs Alors, sur les établissements. Ce point Covid, effectivement, c'est comme ça, c'est un point assez récurrent dans nos instances, on en parle tout le temps, on essaye de faire le lien entre ce qui se passe sur les établissements. Alors ce lien, il est utile puisqu'il a permis que quand même dans tous les établissements, il y ait des cellules Covid, que dans tous les établissements, les directions prennent des décisions qu'elles ont à prendre, mais en concertation en tout cas avec les RP, et les élus CSE s'ils sont présents. Mais effectivement, Marianne, le point à l'ordre du jour essentiel pour ce jour-là, c'était les annonces du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Au-delà des annonces du confinement, on commence à nous expliquer que comme à l'hôpital où, je vous le rappelle, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de personnel soignant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'aujourd'hui, même si nous sommes positif au Covid et asymptomatique, nous pouvons travailler. Effectivement, nous avons porté ça en instance parce que nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous ne comprenons pas pourquoi un salarié qui serait positif, donc en situation de pouvoir contaminer ses collègues, les enfants, soit obligé de travailler au motif qu'il serait asymptomatique.
Tout à fait. C'est une question qui ressort ces derniers temps là, et qui a permis effectivement d'avoir un échange avec les représentants de l'employeur à ce sujet, qui convient parfaitement de dire qu'il a été réaffirmé la position qui est la suivante. Aucun salarié positif, symptomatique ou asymptomatique ne doit être présent sur l'établissement suite à sa déclaration. Pour des raisons simples, c'est qu'effectivement... Alors, la première des raisons, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé. Il est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Il faut le lire en détail. Vous trouverez... Le lien en dessous. Et vous verrez qu'il n'est pas si simple que ça. Et effectivement, il n'est pas écrit que nous devons travailler si nous sommes cas positifs asymptomatiques. Voilà, il y a tout un tas de déclinaisons. En tout cas, pour le moment, nous avons réaffirmé que, au regard des dangers de contamination sur nos établissements, alors qu'est-ce que nos établissements, nous le savons tous, ce sont principalement des internats. Les internats, ce ne sont pas des internats scolaires, ce ne sont pas des internats médico-sociaux. Effectivement, nos internats sont en réel des domiciles des enfants que nous recevons. Et chacun sait que à notre domicile, le maintien des gestes barrières est extrêmement impossible. Voilà. Donc comment partager des espaces dans une maison, comment garder en permanence le masque, tout ça n'est pas sérieux. Nous devons vraiment nous pencher sur cette question et nous avons demandé que les différentes commissions CSCT, oui, de filière et peut-être voire centrales soient saisies de ce sujet pour avoir des indications réalistes. C'est partie des informations consultations récurrentes. C'est-à-dire que l'employeur doit obligatoirement nous consulter sur les comptes administratifs 2020. Nous sommes en 2021, mais il s'agissait pour nous de rendre un avis sur les comptes de 2020. Donc ce travail en fait ne se déroule pas uniquement en séance. Il y a tout un travail préparatoire qui démarre déjà la semaine précédente par la lecture des documents qui nous sont envoyés. Et dès le lundi, nous avons été plusieurs à nous retrouver pour travailler ces documents. En fait, nous nous sommes réunis à quelques élus CGT. C'était compliqué, alors non pas que nos camarades se désintéressent de la question, mais au vu des délais, de la configuration, en tout cas, nous nous sommes réunis avec la secrétaire adjointe dans les locaux de la Barthe à Grouillé. Alors, comment ça marche? Normalement, ordinairement, l'employeur doit nous donner les informations. Normalement, nous avons minimum 1 mois pour les consulter avant de rendre notre avis, ou 3 mois si nous avons un expert. Vous vous doutez bien que, vu l'état, le nombre de budgets, 39 pour notre filière, dans notre filière il y a 39 budgets, et nous devons rendre un avis sur 39 budgets, nous avons absolument besoin d'un expert, un expert comptable, un expert économique en tout cas, et pour voir tout ça. Alors effectivement, le souci, un des premiers soucis, c'est que ces documents, nous les avons eus que partiellement, et nous les avons eus, comme tous les ans, au dernier moment. Donc, effectivement, Marianne vient de le dire, nous nous sommes réunis dès que nous avons pu, c'est-à-dire le lundi précédent la séance, et nous avons essayé de faire au mieux, et nous avons donc travaillé à une première lecture de ces documents. Le mardi, ça en est suivi la séance de préparation avec tous les élus de la filière, que nous étions en présentiel au siège pour le bureau du CSE et les élus en visio. Nous avons travaillé toute la journée en présence de Sendex, qui est donc l'expert qui nous aide dans le travail pédagogique, on va dire, de compréhension et d'écriture. Oui, c'est pas ça. D'analyse aussi. Non, si, il a beaucoup de pédagogie, mais beaucoup d'analyse, effectivement, parce que les comptes, même avec un petit peu d'expérience, ça reste compliqué à comprendre, mais ça reste aussi extrêmement nécessaire pour justement tenter de décrypter un peu quelles sont les orientations stratégiques de notre employeur. Nous avons fait un travail par groupe. On a essayé de s'organiser pour pouvoir un petit peu qu'il n'y ait pas que les élus qui travaillent sur un établissement qui puissent avoir une vision sur les comptes administratifs, en tout cas sur le rapport d'activité de l'établissement. Bon, il faut le savoir, nous sommes passés en CSE de filière, donc
Ça veut dire que tous les élus de la filière rendent un avis sur chacun des budgets. Voilà, on est passé avant, chaque élu de CE rendait un avis sur le budget de son établissement. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les élus de la filière doivent rendre un avis sur les budgets. Effectivement, l'année dernière, c'est la première fois que nous travaillons en filière. Les avis avaient été principalement travaillés, les élus issus des établissements avaient principalement travaillé sur les avis des budgets de leur établissement. Cette année, nous avons essayé d'organiser les choses différemment. Nous avons donc fait des petits groupes au regard des délais, au regard du temps que ça prend, parce que ça prend beaucoup de temps, vous verrez plus tard. Effectivement, nous avons organisé des petits groupes pour travailler à plusieurs chaque budget. Oui. Donc ça, c'est pendant la séance de préparation, qui était le mardi. Donc ce qui a permis effectivement de commencer à rédiger un avis, en tout cas une structure, et de préparer aussi des questions, des interrogations, voilà, des choses qui avaient encore besoin d'être affinées. Parce qu'entre la séance de préparation du mardi et la séance plénière du vendredi, effectivement, où nous rendons les avis, il y a la commission économique qui a eu lieu donc là, dans ce cas-là, le mercredi. Alors la commission économique, c'est quoi? C'est une commission composée de représentants de l'employeur et d'élus désignés par le CSE. Qui sont les représentants de l'employeur? Pour le moment, le directeur de la maison d'enfants la Montfournais et le directeur des Daomi du pôle social du Chêne Vert. Donc lors de cette commission économique, certains élus avaient fait remonter des questions qui ont été posées donc aux représentants de l'employeur. Suite à quoi, la séance plénière s'est tenue le vendredi et qui a permis à ce moment-là un échange plus direct avec les directeurs d'établissement qui ont pu répondre présents en direct lors de la séance à un certain nombre de questions. Alors en direct, bien sûr, dans un contexte de Covid, donc en direct, pas tout à fait en direct, tout ça s'est passé en visio, alors c'est quand même si il y avait un mélange présentiel et de visio, c'était assez compliqué. Alors, moi je trouve bien que cette année, l'employeur il a fallu quand même lui demander plusieurs fois, mais que l'employeur a répondu à notre demande d'interview, entre guillemets, des directeurs concernés par les budgets, parce qu'effectivement, la configuration de la filière, c'est-à-dire 13 établissements, je répète, 13 établissements, 39 budgets. Effectivement, si nous avions eu des questions un peu pointues, monsieur le président de la filière aurait pu difficilement y répondre. Ceci étant, nous n'avons pas eu trop embêté monsieur le président de la filière, puisque nous n'avions pas les comptes en détail. Donc cette séance du vendredi, cette séance plénière, a commencé à 9h30 le matin, et puis a duré effectivement jusqu'à 22h30 environ. Donc une séance très très longue et très intense, avec donc des élus en présentiel et des élus en visio, ce qui facilite pas quand même le travail. Effectivement, c'est un gros travail en amont, un travail pour les élus, mais aussi, on tenait à souligner, un travail pour tous les services comptables et administratifs des établissements qui, sur cette période de l'année, sont pressés pour rendre ces comptes et dans les délais. Voilà. La partie compte administratif ou rapport d'activité concerne donc les 39 budgets des 19 établissements de la filière. Nous avons passé chaque établissement, un par un. Oui, parce que effectivement, nous devons rendre un avis sur chaque budget. Peut-être qu'il faut expliquer à ce moment maintenant comment ça fonctionne. Pourquoi il y a beaucoup plus de budget que l'établissement. Alors il y a beaucoup plus de budget que l'établissement parce qu'à l'intérieur d'un établissement, il peut y avoir plusieurs services. Comme par exemple dans une MEX ou sur la MEX dans laquelle je travaille, à la MEX Labarthe, il y a le budget hébergement et il y a le budget service de jour. Voilà. Et dans le budget hébergement, parfois, il peut y avoir aussi différents budgets. Voilà. Donc c'est pas le cas de la MEX Labarthe, mais en tout cas, ça peut être sur un même établissement, plusieurs budgets pour plusieurs services. Alors, peut-être avant de commencer le détail, ce que nous avons aussi dit lors de cette séance, c'est que
Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça vient des pouvoirs publics? Est-ce que ça vient de l'association? En tout cas, notre activité se séquence. C'est-à-dire que là où il y avait auparavant un seul budget, c'est-à-dire qu'il y avait le budget de la MEX Passarella, aujourd'hui, il y a un budget hébergement, un budget pour de l'accueil du jour, un budget pour du placement avec hébergement à domicile, un budget pour divers dispositifs. Sauf que là où il y avait auparavant un premier budget avec un prix de journée, 180 €, 160 €, 200 €, ça dépend des projets d'établissement. Aujourd'hui, il y a plusieurs budgets, mais les autres budgets sont à des prix de journée inférieurs au budget hébergement. Notre activité se séquence, ça nous complique la tâche, mais ça met en difficulté, voire peut-être en danger certains établissements, nous y viendrons plus tard. Nous avons rendu un avis pour chaque établissement avec à l'intérieur différentes parties qui concernent les différents budgets. Je ne sais pas si nous allons pouvoir nous lancer dans l'examen de tous les avis aujourd'hui. En tout cas, on vous invite à vous rapprocher de vos élus, regardez sur les panneaux d'affichage. Ces avis sont donc des extraits de PV, doivent être affichés sur vos établissements et vous pouvez les consulter. Alors les avis sont en dessous de la vidéo et aussi sur le blog de la CGT-ARS. Bien sûr. Voilà. Donc vous trouverez tout le détail. Alors peut-être globalement, dans un premier temps, dire aussi que le niveau, alors cette année, on parle de 2020. Hein. L'année 2020 a été pour nous une année extraordinairement compliquée. Hein. Nos conditions de travail se sont dégradées. Nous avons eu effectivement le Covid, la Covid, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas ça a impacté nos conditions d'accompagnement. Mais pour notre association, ça se traduit, comme pour la filière médico-sociale, comme pour la filière EHPAD, comme pour la filière EHPAD, par des résultats, donc des revenus conséquents. Donc notre filière se porte bien, c'est ce que nous a expliqué l'employeur. Alors effectivement, les résultats, peut-être qu'il faudrait faire une vidéo un jour, quelque chose d'explicatif sur qu'est-ce que c'est un résultat, comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il nous reste beaucoup d'argent. Il nous reste beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'ensemble des moyens qui nous ont été donnés n'ont pas été utilisés. Alors, non pas que l'employeur sciemment ait gratté la laine du mouton sur le dos des enfants que nous accompagnons, mais en attendant, l'ensemble des moyens n'ont pas été affectés, donc nous avons des résultats un peu exceptionnels. Est-ce qu'il y a des points on va dire, saillants qu'on pourrait éventuellement détailler? Nous n'allons pas faire le détail effectivement de tous les budgets, c'est pas forcément le lieu ni le moment, mais nous allons peut-être nous intéresser à des établissements qui ont dégagé des résultats positifs extraordinaires et qui sont aussi en déficit de manière alarmante. Donc par quoi commencer? Par l'avis de nos camarades d'Olympe de Gouges? Oui. Alors Olympe de Gouges cette année se distingue par un résultat extraordinaire qui se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors attends, je te coupe. Olympe de Gouges qui se distingue surtout par un changement de nom en 2020. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous parlions du CEP Saint-Papoul. Donc Olympe de Gouges qui se distingue par un excédent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Donc au regard de la taille de cet établissement, ça fait quand même beaucoup. Mais plusieurs centaines de milliers d'euros, pourquoi faire? Alors il faut se souvenir que Olympe de Gouges, anciennement à Saint-Papoul, la direction avait décidé, avec le CD, d'autofinancer le changement de locaux et d'autofinancer le déménagement de son service administratif. Ce déménagement a eu lieu, les salariés sont, il faut le dire, dans l'ensemble, extraordinairement satisfaits de leurs nouvelles conditions de travail. Et effectivement, travailler aujourd'hui à Olympe de Gouges dans des locaux neufs ou rénovés à neuf, c'est beaucoup plus facile que dans la vieille bâtisse ou au château de Saint-Papoul. Ce qui a été relevé aussi par les élus, c'est effectivement le nombre aussi de salariés qui sont passés d'un CDD à un CDI dans cette période-là. Une direction qui est plus attentive aussi au départ des salariés en formation. Donc, globalement, en tout cas, on peut dire que
à Olympe de Gouges, la situation s'améliore pour les salariés. C'est quand même notable. Hormis le Olympe de Gouges dont on vient de parler, il y a un établissement qui, depuis plusieurs séances plénières, attire les préoccupations des élus de la filière sociale enfance. C'est le CEP Saint-Jean-du-Cossel. Et ça se retrouve encore une fois de plus sur cette séance plénière avec les comptes administratifs. Avec un déficit chronique, extrêmement préoccupant, puisque apparemment chronique. Alors une situation effectivement dont on ne mesure pas l'ampleur au niveau des conditions de travail, qui ressortent à chaque séance. Oui, ce qui nous inquiète, c'est que quand même, ce qui nous inquiète dans la situation de cet établissement, ce sont les commentaires directs de la direction, la direction qui explique aussi ce déficit par le manque d'attractivité de cet établissement. Qu'est-ce que ça veut dire, le manque d'attractivité de cet établissement? Ça voudrait dire qu'il y aurait un marché et que l'établissement, en tout cas, n'attirerait plus le public de l'ASE. Bon, s'il l'écrit, c'est que c'est certainement vrai, mais c'est très 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 préoccupant parce que, je vous le rappelle, quand il y a en permanence une sous-activité, en général, l'emploi, ça va pas avec. Et en plus, c'est à mettre en parallèle avec toutes les restructurations, en tout cas tous les changements qui se profilent sur l'Albigeois et les collègues de cet établissement qui sont dans le flou total. Pour les salariés qui ne connaîtraient pas la situation du CEP, il faut rappeler que à ce jour, le CEP Saint-Jean-du-Cossel se mélange avec un IME, un ITEP et un service de formation professionnelle. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que vous l'avez vu, à un point suivant de l'ordre du jour, il y a un point échappée verte, qui est un établissement du médico-social, mais qui, nous le savons, va impacter fortement cet établissement et sans doute aussi celui de la Mecque Saint-Jean. Voilà, vous aurez les liens en dessous de la vidéo qui vous permettront d'aller plus en détail sur ce projet-là. Comme vous pouvez le constater, effectivement, on vient de vous présenter deux établissements qui ont attiré plus particulièrement l'attention lors de cette séance de travail et tout le travail préparatoire. Mais il y a effectivement plein d'autres établissements alors qui sont présentés à l'équilibre, pas loin de l'équilibre, lesquels la Mecque Saint-Jean, c'est vrai, cette année, les élus l'ont souligné, retrouve et de nouveau en positif, mais comme l'ont écrit les élus et comme nous l'avons aussi souligné en séance, à quel prix? L'enquête, je pense que l'enquête de la CSCT, de Midi CTS nous en dira un peu plus. Effectivement, les comptes, c'est une chose, mais les conditions de travail des salariés, c'en est une autre. Donc, effectivement, être à l'équilibre, c'est nécessaire, puisque ça garantit les emplois. Mais effectivement, à quel prix, nous le verrons. Nous sommes là aussi très... Nous sommes en attente du compte rendu, et nous, mais les salariés de cet établissement en premier lieu, évidemment. Alors après, il y a d'autres établissements qui sont en déficit. C'est vrai que 45 000 euros, 43 000 euros, 50 000 euros, ça peut paraître peu par rapport à un budget d'établissement, mais être en déficit, ça veut dire quand même moins de marge de manœuvre. Être en déficit, ça veut dire... peut-être faire attention à ne pas remplacer, trouver des moyens d'économie. Et sur les établissements, la principale dépense, c'est le personnel. Groupe 2. Voilà. Alors, ce qui est inquiétant pour certains établissements, comme le mien par exemple, c'est que le prix de journée a été donc séquencé. Je vous l'expliquais tout à l'heure, le prix de journée a été modifié, donc il y a une partie pour l'hébergement. La capacité de l'hébergement a été réduite. Et en parallèle, on a développé le service de placement à domicile. Sauf que l'un ne compense pas l'autre, ou très peu. L'année dernière, si, nous étions à peine à l'équilibre. Cette année, nous sommes en déficit. Tu penses que ce déficit va tendre à s'accentuer dans les années à venir? Ben oui, parce que alors quand l'ANRES nous a repris, nous avions une capacité de 36, nous sommes montés péniblement à 40, et aujourd'hui, nous sommes à 34. C'est-à-dire que depuis 2009, nous avons perdu 2 places d'hébergement. Voilà, en tout cas, la politique mise en œuvre sur cet établissement. Donc là, on parlait de la MEX, la Passarella, mais qui nous donne quand même une vision de ce qui tend à se faire sur la plupart des MEX de notre secteur. Alors, ça varie d'un département à l'autre. Peut-être pas en conclusion, mais enfin, en tout cas, bien retenir que la filière a beaucoup d'argent cette année. A gagné beaucoup d'argent, donc l'employeur a beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce que ces demandes de provision vont être retenues par les tarificateurs?
On ne sait pas. Est-ce que le tarificateur va reprendre une partie de cet excédent? Effectivement, on ne le sait pas, puisque cette discussion aura lieu dans 2 ans. En tout cas, avec un niveau d'excédent tel, dans notre filière, mais pas seulement, dans la filière médico-sociale aussi. En tout cas, de notre point de vue, l'employeur dispose des marges de manœuvre nécessaires pour intervenir sur la politique salariale, mais ça, c'est l'affaire des négociateurs NAO. Donc on peut peut-être conclure le chapitre, enfin la partie sur les comptes administratifs ou rapports d'activité. D'accord, alors, quitte à conclure, bien se rappeler que au fin juin, il y a des comptes administratifs qui doivent être déposés aux autorités de tutelle, comme on disait avant, aux financeurs, avant le 30 avril, mais ce qui compte pour nous, ce sont les comptes associatifs, et donc ils seront présentés fin juin. Nous reviendrons vers vous à ce moment-là, nous en saurons un peu plus. Nous aurons donc des comptes consolidés par filière et au niveau associatif. Ces avis qui ont été rendus par les élus de la filière, ce travail considérable, puisque c'est quand même un travail d'élaboration important, et qui, heureusement, on a le soutien de l'expert, en l'occurrence Sendex, qui vient quand même nous aider pour en comprendre bien tous les contours. Ces avis sont présentés lors du conseil d'administration, qui aura lieu le 28. Le 28 avril, effectivement, et donc nos administrateurs sont, en connaissance des avis rendus par les élus. Voilà. Donc le 4e point à l'ordre du jour, c'est le point sur l'échappée verte. Alors, ça peut paraître surprenant qu'il y ait un point échappée verte qui est un futur établissement annoncé du médico-social, puisqu'il s'agit d'un IME, soit à l'ordre du jour de notre filière. Pourquoi? Parce que, effectivement, à partir du central, nous avons défendu l'idée que la création de cet établissement allait fortement impacter 2 établissements de l'Albigeois, la MEX Saint-Jean et le CEP Saint-Jean. Nous avons aussi demandé des explications à notre président de filière, et notre président de filière nous a expliqué qu'il allait faire partie, dorénavant, de ce COPIL échappée verte. C'est pour cela que ce point est à l'ordre du jour. Nous voulions avoir des informations sur l'avancée des travaux, de la réflexion, en tout cas de la mise en œuvre de ce projet. Voilà, il devait nous faire un point d'étape sur effectivement ce projet. Donc là, la réponse a été que pour l'instant, il n'avait pas suffisamment d'informations, ou en tout cas qu'il réservait les informations directement aux salariés. Nous, de notre côté, nous avons effectivement les informations par les élus CGT de la filière médico-sociale enfant-adulte. Nous savons que le projet d'ouverture de cet établissement échappée verte a été repoussé. C'est une victoire pour mars 2022, effective très certainement, comme en conviennent, élu comme président de filière pour septembre 2022, puisqu'effectivement ça paraît difficilement concevable d'ouvrir un établissement en plein milieu d'année scolaire. Voilà pour les informations principales que nous avons à notre possession à l'heure actuelle. Voilà, alors je ne sais pas si on peut parler de victoire, parce que c'est une situation extrêmement compliquée, mais en tout cas c'est bien le résultat de l'intervention des élus au central, parce que si les élus, principalement CGT, ne s'étaient pas mobilisés pour qu'il y ait un report d'ouverture de cet établissement, mais cet établissement aurait ouvert en septembre 2021. Mais dans quelles conditions? Voilà, imaginez les dégâts pour nos collègues de ces IME. Donc c'est un dossier important et que nous continuons à suivre et que nous suivrons plus particulièrement en CSE central. Point 5 était le dernier point à l'ordre du jour que nous avons traité en toute fin de soirée tardive. C'était la question de surtout il y avait un changement, une démission de RP sur l'établissement le Céciré, une MEX à Luchon, où il y avait 2 candidatures RP, et donc nous avons ces candidatures ont été soumises au vote des élus. Et voilà, les élus ont voté unanimement pour Romain, donc
Bienvenue Romain, bienvenue parmi nous et Voilà. bon courage. En tout cas, nous serons là pour t'aider si tu en as besoin. Donc ensuite, il y avait un tout dernier point à l'ordre du jour aussi, un changement de date, de calendrier, parce que effectivement, il y a un diagnostic approfondi sur la maison d'enfants Saint-Jean à Albi. Qui est en cours et qui est mené par le cabinet Midi CTS, donc un cabinet indépendant qui a été mandaté pour mener ce diagnostic approfondi. Les résultats devaient être rendus la semaine prochaine. Il y a eu un report de quelques jours qui, du coup, nous a amené à demander un changement de date. Donc là, une date a été prévue le 17 mai, un lundi, avec un CSE extraordinaire qui se tiendra à la Mex Saint-Jean à Albi, ce jour-là, donc avec les élus de la filière, avec un retour du cabinet ce jour-là, donc en séance, et une réunion générale le mardi 18 à 14h30 à la Mex Saint-Jean pour les salariés de l'établissement, avec cette fois-ci un retour. Il a été convenu que lors du CSE du 17 mai, CSE extraordinaire, les RP de l'établissement soient conviés à cette séance. Voilà. Donc nous attendons impatiemment le retour de ce diagnostic approfondi. Bon, nous espérons que ce compte rendu vous aura permis d'avoir une vision un peu plus concrète de ce qui se traite, notamment sur un CSE dont le thème principal est les comptes administratifs, les rapports d'activité. Vous trouverez, comme on vous le disait précédemment, tous les liens pour approfondir certaines questions en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager ces liens avec vos collègues, puisque effectivement, cette information, nous l'avons, vous devez l'avoir. Mais on vous remercie de votre attention. Et à bientôt. Et peut-être une prochaine fois.